Je connaissais plus ou moins rien à l'informatique et je ne peux pas prétendre aujourd'hui être devenu un grand spécialiste de la question. Vous êtes journaliste, hein. Je suis journaliste et alors par contre je suis devenu spécialiste de, on va dire, des idéaux, des valeurs qui étaient portées par les pionniers du web, ceux qui ont vraiment été à la base de cette invention révolutionnaire, et en particulier le Belge Robert Caillot. Ces valeurs, vous pouvez les préciser justement parce qu'elles ont été oubliées, dévoyées aussi. Dévoyées, perverties par notamment les grandes plateformes comme Google et Facebook. Ces grandes valeurs, c'était l'utopie d'un monde où l'information serait entièrement partagée, libre, accessible à tous, augmentée par tous aussi, où chacun pourrait apporter sa pierre à l'édifice de façon libre, à travers notamment certains logiciels. Et c'était l'envie aussi d'un monde, et ça c'est quelque chose qui nous a vraiment échappé avec le temps, d'un monde déconcentré en fait, et donc où chacun dans son salon aurait son serveur avec ses informations qu'il pourrait héberger, et qui participerait avec ce serveur à une sorte de constellation mondiale de savoir et de connaissances. Et ça un réseau citoyen. Un réseau citoyen, voilà, tout à fait. C'est vraiment l'idée d'un outil citoyen accessible à tous. Et ça a été perverti dans le sens où, au final, c'est le contraire qui s'est produit. C'est que ce monde-là s'est totalement concentré avec des données privées qui sont maintenant quasiment uniquement possédées par des grandes plateformes. Et ça, pour les commercialiser, bien entendu, parce que c'est ça l'enjeu. Et c'est ce qu'on découvre dans votre livre aussi, cet enjeu-là, justement, sur cette création du web au départ et cet apport libéral, en fait. Qui a tout pris, en fait, en définitive. Oui, alors maintenant, on va dire, tiens, ils ont été sans doute trop naïfs, ces fondateurs, et Robert Caillot en particulier, qui est le personnage principal du livre. Sans doute qu'ils ont fait preuve de naïveté, mais je pense qu'ils avaient mis quand même un certain nombre de garde-fous en place pour éviter ce type de dérive. Mais le problème, c'est que leur invention reposait malgré tout sur un système capitaliste, et donc forcément, les meilleurs, les plus gros, allaient s'emparer de l'essentiel. Et les Américains, notamment. On va y revenir. Alors, votre livre s'appelle Alexandria. Il est publié chez Gallimard. C'est quoi Alexandria? Alexandria, c'est un projet, hein. Alors c'est un projet qui était porté par Robert Caillot lui-même, un dossier en fait d'une 50aine de pages qu'il avait intitulé Alexandria et qu'il avait défendu en 1994, en 1994 à la Commission européenne à Bruxelles. Il avait fait le tour de presque tous les employés et eurocrates de la Commission pour leur dire il se passe quelque chose de fondamental. Là, il y a un logiciel informatique qui peut bouleverser notre monde en très peu de temps. C'est une invention européenne, mais les Américains sont en train de s'en emparer. Il faut faire quelque chose, il faut déployer les moyens nécessaires pour justement rester aux avant-postes. Et c'est un message qui n'a pas du tout été entendu, notamment par Jacques Delors, le président de la Commission à l'époque. Et donc c'est un dossier qui est resté lettre morte, qui est maintenant dans les caves du CERN en Suisse. Il sortira en 2024. Il sera accessible en 2024, parce qu'il y a une trentaine d'années qui entourent le secret des archives du CERN. Mais donc pour moi, c'était un rêve en fait de voir l'Europe défendre un idéal démocratique et citoyen. Alors cette enquête, elle a pris donc la forme d'un livre, c'est ce que je disais, et cette enquête, elle a été très compliquée, puisque ni Tim Berners-Lee, ni Robert Caillot, l'objet principal de votre livre, ne souhaitaient vous répondre au départ, mais vous avez été acharné, vous n'êtes pas découragé, hein. Non, tout à fait. Donc c'est ça qui me titillait dans cette histoire, c'est de voir qu'il y avait un personnage comme Robert Caillot que non seulement personne ne connaissait, alors qu'il était quand même à la base d'un système majeur dans notre histoire, un jeune système, mais qu'en plus il s'était muré dans un silence complet depuis l'année 2013. Voilà, alors je ne sais même pas pourquoi 2013, et ni pourquoi il était enfermé dans un silence aussi obtus. Et donc c'est ça qui a attisé ma curiosité. Et donc effectivement, dans plusieurs mois, je l'ai presque harcelé, je crois qu'on peut le dire, pour le convaincre de me rencontrer, parce que je voulais qu'il me raconte son histoire, qu'il me raconte justement... Vous avez même poursuivi sa fille, hein. J'ai même un petit peu pourchassé sa fille, et finalement c'est ça qui a servi de déclencheur. Mais voilà, je voulais qu'il me raconte ces rêves-là et pourquoi aujourd'hui il était aussi chagriné, il était rempli de désillusions. Et je voulais à travers son récit raconter une histoire, celle du web, qui en fait n'a jamais été vraiment racontée. C'est une des hypothèses que vous soulevez, hein, dans votre livre de répasse, qu'il y a une aigreur chez Robert Caillot d'avoir été oublié, même si sur les pages Wikipédia en français, hein, de Robert Caillot et de Tim Berners-Lee, il est présenté, hein, sur ces deux pages, notamment sur sa page comme cofondateur et sur la page de Tim Berners-Lee comme quelqu'un qui a aidé Tim Berners-Lee. Il est quand même présent, hein. Il est quand même présent. Alors après, chacun jugera et dira, ben oui, mais pour quelqu'un qui a quand même... En fait, on peut dire que sans Robert Caillot, il n'y aurait pas de web. Donc juste cette phrase-là, ça donne quand même toute la valeur historique à cet homme-là. Et donc se dire qu'il a une page Wikipédia avec, je ne sais pas, 250 ou 300 mots, c'est quand même assez faible. Quand on sait que des Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook, ou Jeff Bezos, celui d'Amazon, ont une place prépondérante dans la littérature, dans des œuvres déjà de fiction, dans des films, etc. Alors que finalement, ceux-là n'ont inventé une plateforme qui n'est que basée sur quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, à savoir le web.
Ce qui est un peu compliqué, et d'ailleurs c'est ce que vous évoquez aussi dans le livre, et c'est aussi ce que vous lui posez comme question, puisque vous finissez par le rencontrer, on peut le dévoiler. Au bout de 6 mois, c'est lui qui vous recontacte. Quelle a été sa place réellement? Quel a été son rôle dans la création de ce web? Mais pour résumer de façon très simple, je dirais que c'est le premier et le seul homme qui a cru dans la proposition de Tim Berners-Lee, vous en parliez, le Britannique, proposition qui était un document d'une 20aine de pages qu'il avait soumis à son boss du CERN, Tim Berners-Lee, dans lequel il jetait, on va dire, les bases du web. Et personne au CERN ne comprenait vraiment de quoi il s'agissait, quel pouvait être le potentiel de ce système. Et il y a juste cet homme, Robert Cailliau, qui y a cru. Et donc à partir de ce moment-là, il a déployé une énergie très importante pour trouver des fonds, des étudiants notamment, juste un petit peu d'espace vital pour que cette invention puisse se développer.